Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Nous abordons aujourd'hui un sujet d'une importance capitale, la crise des réfugiés en Afrique. Alors que près de 30% des réfugiés du monde sont africains, selon les données récentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notre continent est en proie à des défis énormes, qu'il s'agisse de conflits, de catastrophes climatiques ou de crises économiques. Mais au-delà des chiffres, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la guerre, la famine ou encore l'insécurité. Face à cette réalité, nous voulons poser la question: quelles solutions locales, quelles stratégies africaines peuvent répondre à ce problème global? Et pour y répondre, je suis entourée de Cédric Yamdieu. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique. Exact. Et Frédéric Tchoungui, vous êtes analyste politique. Merci d'être tous les deux sur ce plateau. Merci. Pour commencer, je vais vous faire réagir à ce chiffre. 30% des réfugiés du monde qui sont africains. C'est une donnée relative. Je voulais sourcer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Qu'est-ce que ça traduit? Quelle lecture on peut faire de ce chiffre? Je pense que ça traduit la faiblesse de nos États, la faiblesse et l'insécurité qu'il y a dans ces États, parce que lorsque nous avons 30% de réfugiés qui viennent de notre continent, c'est bien la preuve qu'il y a un échec des politiques qui sont mises en place par nos dirigeants, que ce soit les dirigeants pays ou bien que ce soit les dirigeants de nos communautés économiques et monétaires et parfois communautés internationales sur le continent africain. C'est donc un échec d'arriver à proposer à ces réfugiés-là des conditions de vie décentes. Parce que vous savez, les réfugiés peuvent être pour plusieurs raisons. Il y a des réfugiés économiques, il y a des réfugiés de guerre. Et puis climatique, ça qui dépend évidemment de la gouvernance des États. Donc on a vraiment besoin que nos États puissent s'organiser et proposer autre chose parfois à sa jeunesse, parce que beaucoup de réfugiés sont des jeunes, pour qu'elles puissent rester sur le continent et le développer. Je rejoins mon compagnoniste, 33%, 30%, c'est environ 46 millions de réfugiés. Sur les 160 millions dans le monde. Ça veut dire qu'il y a 3 points. C'est une crise, ça peut être des crises économiques, ça peut être des crises politiques, ça peut être des crises de sécurité. Et le 4e, d'ailleurs, ça peut être des crises climatiques. Il faut comprendre que les réfugiés, ça peut être des personnes qui immigrent, enfin, qui partent d'un pays à un autre, mais ça peut être aussi des réfugiés à l'intérieur d'un pays. Des réfugiés internes. Qui vont dans d'autres zones du pays pour pouvoir trouver, pour fuir en fait, que ce soit en fait une crise, des différentes crises qu'on a dit, économiques, politiques ou sécuritaires. Et donc, ça traduit une défaillance justement de gouvernance. Si c'est en interne, de gouvernance de l'État ou de la province, ça peut être aussi des gouvernances économiques, que ce soit pas des crises, des famines et autres, ou des crises climatiques. Effectivement, c'est triste, ça veut dire quoi? Si on doit prendre momentum par momentum, 30% veut dire que la plupart au moins 30% des crises des plus importantes dans le monde se trouvent en Afrique. Une dizaine selon les dernières données de 2024, une dizaine des crises. On pense notamment à la République démocratique du Congo. Je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et détailler justement tous ces aspects qu'on a évoqués, avoir votre avis sur le poids de l'Afrique le poids de l'Afrique dans la crise mondiale des réfugiés. Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que c'est suffisamment reconnu sur la scène internationale? Est-ce que l'Afrique dispose de l'aide nécessaire pour... Le gros problème, c'est qu'on est toujours dans un paradigme où on demande où l'Afrique attend de l'aide extérieure. Et malheureusement, cette aide est toujours insuffisante. Pourquoi? Parce que la main qui donne ne donne jamais suffisamment. C'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux servi aussi que par soi-même. Et c'est important que nous arrivions à nous organiser nous-mêmes pour pouvoir faire face à ces défis-là avant d'attendre une aide extérieure. Parce que malheureusement, l'aide extérieure n'est jamais adaptée parce qu'elle va traiter que certains sujets, mais pas le fond du problème. Et le fond du problème, c'est vraiment cette réponse de nos dirigeants envers la jeunesse pour leur permettre de s'émanciper, de participer pleinement au développement, d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction de leurs espaces. Et donc, c'est très important
qu'on n'attende plus de l'aide. C'est pour ça que... On a l'impression que certaines crises sont un peu oubliées sur l'espace médiatique. On parlait à l'instant de la République démocratique du Congo. On en parle un peu ponctuellement. Ça fait quand même 30 ans qu'il y a des conflits armés à l'est de la RDC. Et pourtant, il y a toujours ces chiffres qu'on entend de déplacés internes. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez, autant? Alors, je pense que ça doit être le rôle des médias africains d'en parler. Je ne pense pas que les médias des pays occidentaux en parleront de vive voix comme ça. Parce que déjà, de un, c'est d'abord notre responsabilité de parler de ce type de crise. Ça a fait, du point de vue humanitaire, il y a des victimes. Ça se compte par, à l'est du Congo, ça se compte par millions. Il y a des victimes des réfugiés, ça se compte aussi par millions. Donc d'abord, voilà, des chaînes comme Voice Africa ou d'autres doivent prendre l'initiative de parler de ce type de problématique. Maintenant, parce qu'en parler, c'est aussi trouver des solutions. Oui, effectivement, trouver des solutions. Oui, vas-y. Oui, et on parle aujourd'hui de guerre informationnelle. Je sais que c'est un des thèmes ici. Et il est important que l'Afrique se réapproprie son information et la vulgarise. Ce n'est pas seulement parler de différents sujets plutôt festifs ou enjoués qui va faire en sorte que nous puissions vraiment mettre des mots sur les problèmes qui nous pèsent. Mais il est important qu'on puisse, nos médias, eux-mêmes, s'organiser et ne pas attendre des médias occidentaux ou internationaux de parler de nos problèmes, comme vous l'avez évoqué, très justement évoqué. On a besoin d'avoir des médias forts et cela passe par toute une organisation. C'est pour ça que je dis que tout est lié en fait. Et si on arrive à avoir des médias qui arrivent à relayer donc, les informations concernant ces déplacés, concernant l'aide dont les personnes ont besoin, parce que je suis sûr que nous-mêmes en tant qu'Africains, on peut s'organiser. Le problème, c'est que parfois, on n'est même pas au courant ou bien on n'a même pas les images des catastrophes qui se passent sur notre continent. Tandis que si on les avait, si on avait la possibilité de voir, on allait être plus touché, on allait vouloir peut-être plus s'investir et aider à notre niveau. On parlait à l'instant des différents types de crises. Donc, quand on parle de crise, on entend évidemment crise sécuritaire, crise d'insécurité alimentaire. On parlait à l'instant aussi de crise climatique. Et en même temps, on parlait de bonne gouvernance des États. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions quand on sait que ce sont des facteurs extérieurs? On ne peut pas contrôler forcément, je pense, je ne sais pas, à la situation... Non, là, c'était la situation sécuritaire. Quand on parle de crise environnementale, ouais. Comment est-ce qu'on gère ça? Moi, je pense que la crise climatique ou environnementale, en fait, ça ne touche pas que l'Afrique. C'est une problématique mondiale. Et je pense que pour résoudre ce type de problématique, en fait, il faut que l'Afrique ait un poids un peu plus fort du point de vue international. Parce que, il faut le dire, malheureusement, l'Afrique, les gaz à émissions de fer, l'Afrique ne représente que 1,5% de la pollution mondiale. Pourtant, c'est elle qui a payé fortement le prix. Donc, c'est paradoxal. Donc, du coup, je pense que si l'Afrique pesait fortement sur la scène internationale pour pouvoir pour pouvoir avoir des accords, pour pouvoir réduire, par exemple, les gaz à effet les émissions des gaz, ben, ça serait plutôt positif. Alors, je pense que l'Afrique, par rapport donc à tous les problèmes qu'elle rencontre au niveau du dérèglement climatique, ne peut se régler que par des moyens. Je pense que c'est le mot qu'on doit catalyser ici, ce sont les moyens. C'est-à-dire mettre à disposition des moyens pour qu'on puisse gérer ces crises climatiques. Il y a aussi de la crise climatique un peu partout dans le monde. Mais les États sont assez... Oui, mais par ailleurs, vous le disiez, l'Afrique n'est pas forcément la plus grosse émettrice de gaz. Mais à l'inverse, elle subit beaucoup. On subit beaucoup parce qu'on a vu la sécheresse, par exemple. On voit récemment les inondations. Je pense par exemple au Mali récemment. Elle est victime malgré tout, donc il faut quand même trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, c'est pour ça que je parle de l'importance d'avoir des États forts qui soient capables de s'organiser entre eux pour pouvoir gérer les crises. Moi, je pense que les crises... Comment concrètement? Concrètement, je pense que les crises par pays ne peuvent se régler que par région. C'est-à-dire que je prends un cas concret. Lorsque une crise va peut-être arriver en Centrafrique, je pense que ce sont les pays de la CEMAC. S'ils n'ont pas les moyens, ils font appel aux pays de la CEDEAO ou de la SADC, par exemple, pour pouvoir s'organiser et venir aider. On ne doit pas toujours attendre
de l'aide extérieure des États-Unis ou de la France ou de la Chine, etc., pour venir régler nos problèmes. Il faudrait qu'on puisse s'organiser. Donc, un projet concret à mettre en place, c'est la régionalisation des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Ce que j'entends par des bonnes choses, c'est-à-dire la régionalisation d'une économie, la libre circulation, mais aussi des mauvaises choses, c'est la gestion des conflits par nos zones géographiques régionales pour pouvoir aider un pays ou un autre qui est dans la détresse. Et effectivement, actuellement, pour gérer la crise des réfugiés, elle est sous-financée, il faut le dire. C'est vraiment sous-financé et on attend vraiment de l'aide de partenaires historiques et internationaux. Mais, comme l'a dit Frédéric, une des solutions pour pallier à une crise quand l'État qui est en crise n'a pas de subvention ni de cash, c'est faire appel aux autres États de la sous-région pour pouvoir avoir, par exemple, un fonds d'aide, enfin, un fonds plutôt de... Oui, dans ce cas, c'est de l'aide aux réfugiés, pour pouvoir financer non seulement l'immigration, les besoins primaires de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire se loger, se nourrir et se vêtir des réfugiés, mais aussi typiquement dans le cas où les réfugiés sont à l'extérieur, plus tard les accompagner une fois que la crise est finie vers le pays d'origine. Vous parlez de solutions régionales. Aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, ce sont des institutions qui ne jouent pas leur rôle ou qui jouent un rôle insuffisant? Peut-être parce que ce problème-là n'est pas leur problème en réalité. Il faut dire les choses. Lorsque nous souhaitons régler les problèmes, nous en faisons une priorité. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos organismes internationaux... Pour autant, 30%, on le rappelle, hein, 30%... C'est ça, 30% concernent les Africains. C'est pour ça que nos communautés économiques régionales ont d'autres problématiques qu'elles jugent plus urgentes que la gestion des réfugiés. Comme vous l'avez dit, nous faisons souvent appel à la Croix-Rouge, au Croissant-Rouge, à toutes ces organisations-là pour pouvoir gérer les problèmes qui nous touchent. Mais on se rend compte que ce sont des placebos, que ce sont des solutions à très court terme qui ne portent pas sur l'avenir. Et nous avons donc cette difficulté-là à les régler sur le long terme. Lorsqu'on prend par exemple le cas... Aujourd'hui, il faut arracher le pansement et se détacher de ces organisations-là. Exactement, mais lorsqu'on prend le problème par exemple des problèmes climatiques, qui sont en réalité des problèmes qui vont être sur le long terme. Parce que lorsque vous avez une région qui est touchée par la sécheresse, il y a des grandes chances que l'année d'après ce soit le cas. Donc, nous devons essayer de prendre à bras le corps ces problèmes-là pour trouver des solutions durables. Je dirais que pour les organisations, il faudrait peut-être faire étape après étape. D'abord, une réforme de ces institutions, donc que ce soit la CEDEAO et autres, une réforme et surtout mettre, on parle des réfugiés aujourd'hui, mettre l'aide aux réfugiés comme priorité. C'est-à-dire que typiquement, dans une des réformes des organismes africains, c'est typiquement, c'est vrai, la conséquence, c'est que les réfugiés se déplacent, mais il faut résoudre la conséquence. C'est-à-dire financer stabiliser, par exemple, une situation sécuritaire. Exactement. Et il faut, comme David tout à l'heure vous le dit, c'est résoudre la cause, stabiliser, en fait, une situation sécuritaire. Et c'est là où, en fait, les organisations comme la CEDEAO doivent intervenir de manière beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire de manière beaucoup plus responsable. Et là où la réforme doit se jouer. Moi, je pense que le problème, c'est certes les moyens, bien entendu, mais le gros souci que nous rencontrons, c'est le fait que nous ne soyons même pas leaders sur ces questions. C'est-à-dire que, par exemple, si on a du mal à se projeter parce qu'on a un manque de moyens, c'est encore compréhensible. Parce que peut-être qu'on n'a pas eu le temps de développer ça, d'investir à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays extérieurs qui prennent le leadership sur ces problèmes-là. Et c'est ça le gros problème. Parce que, admettons, si les pays de la CEDEAO, je prends pour exemple, il y a par exemple un problème qui se passe en Côte d'Ivoire et que les pays de la CEDEAO ne sont pas les premiers à s'y rendre et maintenant appeler par exemple l'aide internationale pour pouvoir coordonner parce qu'on manque de moyens, je pense que c'est là le problème. Si par exemple les Américains ou la Croix via leurs différentes organisations sont les premiers et c'est eux qui donnent le ton sur ce qu'il y a à faire, sachant que leur objectif n'est pas forcément de régler le problème sur le long terme parce que lorsqu'on dit qu'il y a un problème, il y a forcément du financement qui s'y détache. Et donc, si jamais on règle le problème maintenant, peut-être qu'il n'y aura plus de financement derrière. Donc, si on veut régler les problèmes en tant qu'Africains,
et vraiment pouvoir trouver des solutions sur le long terme, il faudrait qu'on s'organise dans ce sens-là pour être les leaders sur ces questions problématiques qui nous minent. Et pour être leader, comme il disait, il faut avoir vraiment une place sur la scène internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2024, on a entre guillemets la cause de 1,5% de la pollution dans le monde et c'est nous les responsables. Donc pour cela... Et avoir une place sur la scène internationale, ça passe par quoi? Il y a eu les assemblées de l'ONU. Ça passe par des places un peu plus importantes au sein de l'ONU, des places beaucoup plus puissantes au sein de l'ONU. Ça passe, c'est vrai, l'Union africaine fait partie du G20, mais je dirais ça passe aussi par le fait que les pays africains doivent peser plus en termes d'alliance. Ils doivent se rapprocher des BRICS. Sur la scène diplomatique, se rapprocher des BRICS, c'est-à-dire que plus de pays africains dans les BRICS, plus dans l'ONU, plus dans le G20. Et donc, finalement, c'est dans ces institutions ou bien dans ces réunions que se décident vraiment des solutions en fait, de réforme climatique. Le budget, l'enveloppe aussi. Exactement. Alors, aujourd'hui, il faut aller chercher vers l'extérieur pour ramener l'argent sur le continent et pouvoir l'utiliser de la façon dont on le souhaite. Moi, je ne pense pas. Si on schématise un peu grossièrement. Moi, je ne pense pas. Même si je trouve que, effectivement, ce que mon co-débatteur dit peut être une solution, je pense que la solution est ailleurs. Et la solution commence d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on aura réussi à démontrer que nous pesons sur la scène internationale, je pense que les choses vont s'agencer d'elles-mêmes. On se rejoint, mais on a des attributs différents. On a peut-être que dans son explication, c'était différemment agencé de la mienne. Mais je pense qu'il est important que nous, de par le fait que nous régionalisions, on est d'accord sur ce point-là, et que nous nous unissions, nous arrivions à développer réellement un marché interne. Parce que je suis sûr que les débouchés d'un marché fort passe aussi par le développement militaire, par le développement de l'aide aux sinistrés. Ce sont des connexions sous-jacentes en réalité. Donc il est très important que nous arrivions à structurer notre économie, notre politique, nos moyens militaires d'action et comme vous avez parlé tout à l'heure, des fonds, que nous mettons en place des fonds souverains clairement dédiés aux aides aux réfugiés et, je rajouterais, les gérer normalement, parce que c'est très bien d'implémenter des fonds, mais si il y a de la corruption derrière, ça n'a aucun sens. Que ces fonds-là soient vraiment alloués, et vous verrez que d'ici 15-20 ans, on aura réellement drastiquement ramené bas les besoins des réfugiés. Pardon. On entend qu'il faut du coup une solution régionale, une solution groupée. Est-ce qu'il y a des pays, est-ce que vous avez des pays en tête qui, eux, s'en sont sortis individuellement et qui peuvent donner le bon exemple sur le continent? Alors, du point de vue climatique, ça va être compliqué parce que pour moi, je pense que le climat, ça concerne tout le monde, en fait. Donc, du coup, la solution, elle est plutôt mondiale. Mais du point de vue économique, sécuritaire, déjà, il faut commencer par la cause. Pourquoi les gens fuient, les réfugiés partent des pays en crise économique? C'est parce qu'il y a une crise économique, par exemple. Donc, il faut résoudre la crise économique. Et je pense que des leviers, comme par exemple la ZCAF, qui est le libre-échange des biens et des services des personnes, qui veut passer de 16% à 60%, c'est une bonne chose. Ça permettra d'augmenter la richesse des pays africains et donc du coup d'avoir beaucoup plus de cash pour pouvoir, bien sûr avec des leaders éclairés, c'est important, ils doivent mettre la priorité pour ce type de crise. Maintenant, les crises, on va dire, sécuritaires, ça passe par des accords. Je pense que ça doit passer par les accords entre pays de la sous-région pour pouvoir résoudre ce type de crise sécuritaire avant de faire appel ou non à de l'aide extérieure. D'abord des accords internes entre pays de la sous-région. Donc voilà. Alors effectivement, je pense que la ZLECAf, c'est un levier intéressant. Moi, je pense que toute initiative que prend l'Union africaine ou bien que prennent les États africains pour aller dans le sens de l'Union, je pense qu'il faut les encourager. Maintenant, peut-être qu'il y aura des choses qui vont mal se faire ou moins bien se faire, mais je pense que comme c'est le point de départ de ces clubs, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, ça peut peut-être mettre du temps à démarrer. Mais ceci étant dit, concernant les différentes crises économiques, sociales, politiques,
nous avons besoin d'États forts. Pourquoi? Parce que d'États forts régionalisés. Pourquoi? Parce que cette gestion va permettre donc à ces États-là de pouvoir gérer leurs problèmes en interne. Et gérer leurs problèmes en interne voudra dire avoir une stabilité économique, politique et sociale de manière générale. Faire en sorte que les personnes, des réfugiés économiques, parce que là pour l'instant je m'attaque à ce sujet-là, ne partent, c'est parce qu'on ne leur propose pas réellement de solutions. C'est-à-dire que vous allez ici dans les centres des réfugiés en Europe, vous verrez qu'il y a beaucoup de nationalités africaines. Des gens veulent partir. Ils veulent partir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution sur le long terme. Les gens, même il n'y a pas la création, et je pense que c'est très important de créer un rêve africain. Ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'on ne vit pas forcément mieux. On vit bien sûr mieux aux États-Unis qu'en Afrique en termes économiques. Mais si vous allez aussi aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a énormément de pauvreté. Mais les gens veulent s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le rêve américain qui découle. Nous devons non pas seulement mettre des organisations en place, mais aussi changer de discours. C'est-à-dire nos leaders doivent nous inspirer, nous insuffler le fait que venez, par exemple, vous venez, par exemple, je parle des gens de la diaspora, venez chez nous. Et vous verrez que les gens qui sont chez vous aussi, qui sont sur le continent africain, auront aussi envie de rester. Parce qu'ils vont sentir que les gens, nos gouvernements appellent à l'extérieur des personnes pour venir investir sur le continent. Et pourquoi pas nous avoir des success stories pour pouvoir rester sur le continent. Ça peut être une piste. Tout à fait. Je rejoins. C'est-à-dire que le rêve africain est important dans le sens où on a eu un rêve américain, mais je pense que le rêve africain, c'est peut-être un rêve que ce soit de transformation économique, entrepreneuriale. On parle beaucoup de RIPAT ces derniers temps, des personnes qui rentrent pour pouvoir contribuer au développement du pays ou de leur pays d'origine. Et d'ailleurs, même, ça peut être fait localement, mais ça peut se faire sur la base de transfert de fonds pour aider en fait les gouvernements à travers les bonds, les diaspora bonds, pour pouvoir financer différents projets, par exemple. Effectivement, ce type de levier économique permettra justement de participer à la résolution des crises économiques et d'éviter en fait les réfugiés. Alors, Frédéric voulait répondre. Oui, je vais juste réagir par rapport à ce qui a été dit, ce que vous avez bien évoqué, que je trouve très, très pertinent. Le fait que la diaspora, dont je l'avais déjà induit dans mon premier commentaire, le fait que la diaspora soit aussi conviée. C'est-à-dire que la diaspora, c'est une manne financière énorme. Énorme. Mais parfois, les rapports avec le continent sont difficiles. Je le dis pourquoi. Ça rejoint le débat. Je le dis pourquoi. Parce que je pense que la diaspora peut aussi être une solution pour régler des crises politiques, sociales, économiques, environnementales sur le continent africain. Moi, je le pense. Maintenant, c'est comment ces fonds sont utilisés. Vous savez, la diaspora, on parle souvent de la 6e région d'Afrique. Exact. Parce que la diaspora a vraiment une puissance financière. Dans certains pays même, on parle de la diaspora comme étant la 2e ville économique du pays. Donc, il est très important qu'on arrive à coordonner cet ensemble-là. Nous avons des ressources, même si peut-être les gens de la diaspora ne peuvent pas se déplacer, mais le financement qu'on envoie parfois sur le continent pourrait servir et l'État pourrait s'en servir pour pouvoir développer leur pays. Parce que en général... Sur le long terme. Oui, parce qu'en général, les gens de la diaspora ont plus conscience de vouloir développer leur espace que les ONG qui viennent nous aider sur des problèmes ponctuels. Je suis sûr qu'on pourrait dégager... Ça, on développera évidemment cette partie. Effectivement, je suis sûr qu'on peut lever des fonds dans la diaspora qui vont pouvoir soutenir des projets dans les pays d'origine. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une confiance qui se mette en place et qu'on sente réellement que la diaspora n'est pas seulement là pour participer au financement du pays, mais aussi être partie prenante de ce développement économique-là. Et il y a le rôle aussi peut-être de la société civile même africaine qui elle aussi se forme en association, en ONG sur place. Est-ce que c'est leur rôle en fait est-ce que c'est son rôle à cette société civile de gérer ces problèmes-là? On sait que c'est des problèmes qui doivent être gérés par les gouvernements. Est-ce que la société civile a un rôle à jouer? Oui, il y a plusieurs points, économiques, sécuritaires, climatiques. Je pense que la société civile a tout à fait un rôle à jouer, même s'il y a 3 classes. Il y a la classe politique, la classe société civile et la classe économique. La société civile doit jouer son rôle dans cet écosystème
sur le plan économique, forcément, elle doit être force de proposition économique. On a parlé beaucoup de la société civile peut convaincre la diaspora justement à investir à travers des bonds ou à travers des transferts d'argent. On a parlé de ces 54 milliards de transferts de fonds chaque année, plus que l'aide au public au développement, qui est de 40 milliards et tout. Et même la société civile sur le plan de réforme monétaire, par exemple, sans la société civile, je pense que la réforme, par exemple, du franc CFA sous forme d'éco n'aurait pas eu cette ampleur. Maintenant, sur le plan, la société civile sur le plan sécuritaire, je pense qu'on peut être, en termes de personnes de la diaspora qui ont des connaissances, qui ont des compétences, la société civile peut être force de proposition, peut entamer un dialogue. On le dit, par exemple, lors par exemple, dans le pays, au Cameroun, il y a une crise au nozo depuis 8 ans. Et donc, je pense qu'il y a des membres de la société civile qui ont été invités pour pouvoir faire des recommandations, des propositions, pour pouvoir mettre fin à cette crise, malheureusement, qui fait déplacer environ 500 000 personnes depuis 8 ans. Donc, voilà. Tout à fait, effectivement, le pouvoir de la diaspora. C'est un bon exemple, le Cameroun, on y reviendra peut-être après. Tout à fait. Vous avez évoqué tout à l'heure la société civile. Je pense qu'effectivement, la société civile a un rôle à jouer. Ça, c'est indéniable dans toute crise, parce qu'elle fait partie totalement de la vie de la société, de la vie du pays. Maintenant, je pense qu'on ne doit pas non plus attendre qu'elle règle tous les problèmes. La société civile... Comme un levier plutôt, peut-être. La société civile participe à la vie politique. Ça veut dire qu'elle élit des représentants. Elle lui confère un certain pouvoir. Et je pense que c'est à ces représentants-là de pouvoir implémenter et insuffler logiquement les choses. Maintenant, bien entendu, ils ne peuvent pas tout faire. Et parfois, peut-être, ils ne savent même pas faire. Mais c'est à eux, ce sont des leaders, c'est à eux de donner le ton pour pouvoir gérer les différentes crises que nous rencontrons sur le continent. Moi, je pars toujours du principe que tant que le politique n'a pas la volonté de faire, les choses ne se font pas. Je prends par exemple le cas de certains pays où la diaspora qui pourrait jouer un rôle économique et même une solution sur le long terme, sa diaspora, quand elle est parfois binationale ou bien quand sa diaspora est d'origine mais n'a pas la nationalité, les frais de visa par exemple pour cette diaspora pour qu'elle rentre sont exorbitants. Il faut le dire. Donc c'est une question, avant de parler de société civile, on doit regarder nos leaders, voir comment ils veulent fédérer cette société civile-là. Est-ce qu'ils ne voient pas la diaspora comme une menace, alors que moi je pense personnellement que l'argent généré, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'argent généré par exemple par les diasporas des différents pays africains est colossal et pourrait gérer les problèmes sur le long terme sur le continent. Le problème c'est qu'on n'a pas les leaders assez forts pour pouvoir utiliser cet argent à bon escient pour pouvoir développer des projets. Je prends un dernier exemple. Lorsque quelqu'un, et là je vais prendre un exemple plus terre à terre, qui touche beaucoup de membres de la diaspora. Lorsque quelqu'un de la diaspora veut développer un projet sur son pays, dans son pays par exemple, on manque tellement d'accompagnement que tu te retrouves dans une situation où l'argent que tu as envoyé finalement est détourné et le projet que tu as voulu mettre en place n'est pas fait. Donc en fait, ça rentre en fait dans tout ce champ lexical-là de l'aide au développement qui pourrait provenir directement des diasporas et régler les problèmes des réfugiés. Et on va en parler dans un instant. Je vous propose de prendre une courte pause. Crise des réfugiés en Afrique, solution locale pour un problème global. On revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être fidèle à Vox Live. On reprend l'émission avec les différents outils qui pourraient permettre de solver la solution des crises, la crise des réfugiés en Afrique. On a évoqué des solutions internes et moi je voulais vous interroger sur le rôle de la communauté internationale et des partenariats. Je sais que c'est une question assez clivante. Est-ce qu'aujourd'hui les solutions globales qui sont apportées par des organisations comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est-ce que c'est des solutions qui sont adaptées aux réalités du terrain sur le continent? Vas-y. Alors, moi personnellement, je pense que les solutions ne sont pas adaptées. Il n'y a pas de... Pourquoi? Il n'y a pas de débat dessus. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur le long terme, elle ne règle rien en fait. C'est-à-dire que la crise des réfugiés demeure. Il n'y a pas de solution de fond. Il n'y a que de l'accompagnement cas par cas. Alors que je pense que c'est un problème général. Et je pense que la communauté internationale, honnêtement, n'a pas à gérer nos problèmes.
Il faut être clair. Ils le font parce que ça peut leur générer, ça génère des différents retombées intéressantes pour eux, que ce soit économique, social, aussi au niveau de l'image, c'est intéressant. Mais d'un point de vue pratique, pratico-pratique, il est très difficile pour la communauté internationale de régler nos problèmes de fond, parce qu'on a des problèmes de fond. Et les problèmes de fond, je ne pense pas qu'ils les connaissent. Ils les caressent, ils les balayent, ils les voient, mais ils ont du mal à vraiment les régler. Il faut une solution africaine. Il faut une solution africaine à tous ces problèmes de crise, de réfugiés, que ce soit dont les causes peuvent être économiques, politiques, sécuritaires. Une solution africaine parce que c'est nous qui connaissons mieux ce qui se passe. C'est nous qui connaissons mieux l'écosystème. Même les voisins du pays affecté connaissent mieux l'écosystème pour pouvoir résoudre. Du point de vue sécuritaire, les soldats se connaissent, enfin, se ressemblent, ils sont formés de la même façon, sont quasiment des frères. Donc, du point de vue économique aussi, on parle beaucoup de ZLECAf, mais il y a aussi des outils monétaires comme la BEAC ou bien la BDA, donc des banques centrales pour pouvoir résoudre en fait des problèmes même s'ils sont singuliers, des problèmes régionaux. Donc, oui, effectivement, il faut des solutions interne africaine avant, si il y a possibilité, et je pense que le meilleur scénario c'est juste d'avoir des solutions internes avant peut-être d'avoir de l'aide de la communauté internationale. Et la place des partenariats publics-privés dans la gestion de la crise? Les partenariats publics-privés sont en général des partenariats où il y a une importance de gagner, c'est-à-dire de faire du profit. Hein. Dans ces partenariats publics-privés, il y a beaucoup, c'est des entreprises du privé qui vont soutenir des projets du public, mais ils ne le font pas par philanthropie, ils le font parce qu'il y a besoin de bénéfices derrière. Nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est qu'on gère les crises. Et lorsque je dis qu'on gère les crises, c'est de pouvoir avoir une gestion de crise qui est totalement désintéressée du pécunier. C'est-à-dire, on va mettre des moyens, on est prêt à perdre pour pouvoir gagner beaucoup plus tard. Parce que si on arrive à sécuriser une zone, par exemple, si une zone de conflit militaire, une zone où il y a des réfugiés, c'est pour pouvoir gagner ensuite. C'est pour en faire en sorte que nos populations soient fortes plus tard et qu'elles puissent après développer leur propre écosystème dans leur espace. Donc, les partenariats publics-privés, je ne pense pas que ce soit la solution pour régler des conflits. Maintenant, si l'État donne une contrepartie, c'est-à-dire que l'État se positionne, se dit, nous, on a du mal à gérer ces conflits parce que économiquement, on a du mal à se projeter. On a besoin de ces fonds-là qu'on va orienter vers cette aide-là. Et de l'autre côté, on va peut-être ouvrir pour ces personnes du privé-là d'autres possibilités économiques dans d'autres secteurs, mais qui n'a rien à voir avec cette gestion des réfugiés et que nous sommes sûrs que grâce à cet argent-là, on va avoir des résultats probants pour pouvoir aider ces personnes à se développer. Oui, pour les partenaires publics-privés, alors c'est compliqué dans le sens où il y a le mot privé à l'intérieur. Qui dit privé dit forcément des intérêts, pas forcément dans le sens du peuple ou bien dans le sens de la politique publique. Donc forcément, il y a d'abord des intérêts capitalistes. Donc il faut prendre avec pincette certains partenaires publics-privés. Je suis d'accord avec lui. Et donc pour moi, le contre-pouvoir des partenaires publics-privés, c'est d'abord les Africains. Qui dit Africains, il faut savoir les Africains qui ont de l'épargne. On revient à ce qu'on a dit, la diaspora. C'est-à-dire qu'il faut essayer de capter les 56 milliards de dollars chaque année qui viennent de l'Afrique subsaharienne pour pouvoir injecter dans l'économie, pour pouvoir financer les entreprises, pour pouvoir financer l'économie. Et ça passe par les bonds, c'est-à-dire l'émission des obligations dans le marché financier. Ça passe par des transferts d'argent, de financement des PME, des startups qui représentent 80% du tissu de l'économie. Effectivement, moi, je prends plutôt pour un modèle en fait africain, panafricain. Géré par les États eux-mêmes. Un autre thème sur lequel je voudrais vous interpeller, ou plutôt un axe de réflexion, c'est le défi de l'intégration des réfugiés et des déplacés internes. Il y a des exemples comme l'Ouganda qui ont fait de leur politique une politique inclusive envers les réfugiés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'imaginer des politiques d'intégration dans des pays ? Jusqu'ici, on réfléchissait à comment faire en sorte que ces déplacés ne quittent pas le territoire ou comment résoudre le problème de l'intérieur.
comment est-ce qu'on peut intégrer aussi ces réfugiés une fois qu'ils sont là, les intégrer dans la société? Vous parlez des réfugiés qui sont déjà partis et qui sont arrivés quelque part. Très bien. Alors, c'est difficile. Mais lorsque, en fait, pour vous parler d'un point de vue intra-africain, c'est bien cela? Intra-africain, okay. Bien sûr. Très bien. Alors, je pense que nous ne pouvons intégrer des réfugiés dans un pays que lorsque l'économie en demande. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, avec les États européens, on a des réfugiés africains qui viennent, qui arrivent à plus ou moins, je ne vais pas dire s'intégrer, mais au moins intégrer le tissu économique parce qu'ils font des tâches subalternes que les Européens ne veulent pas faire. Donc, en fait, ils arrivent à se greffer plus ou moins quand même dans l'écosystème économique. Par exemple, moi, où je vis en Allemagne, il y a beaucoup d'immigrés qui viennent, de réfugiés qui demandent la nationalité allemande et ils arrivent à s'intégrer parce qu'ils font des tâches comme, par exemple, travailler dans des hôtels, etc. Donc, lorsqu'on veut intégrer des réfugiés dans un espace économique, il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir travailler. Et nous sommes dans des économies en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui sont quand même encore des économies fragiles, où même les populations qui sont sur place ont du mal à trouver du travail. C'est-à-dire que c'est très difficile pour elles. Et lorsque vous allez amener les réfugiés, certes, ça va créer une autre économie parce que les gens vont s'adapter, ils vont commencer à travailler de toute façon. Ils vont développer de l'activité. Mais maintenant, est-ce que cette activité-là ne va pas concurrencer l'activité des personnes sur place? Sur les communautés locales? Exactement. C'est le questionnement. C'est une vraie question. Alors, moi, je pense qu'il y a 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les réfugiés au sein du propre pays, d'une province, d'une région à une autre. Dans ce cas, c'est à l'État ou les États partenaires d'aider, d'accompagner les réfugiés, que ce soit sur le plan de retrouver de l'emploi, de se former, de se vêtir, de se nourrir. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, intra-africain, c'est-à-dire d'un pays à un autre. C'est plus compliqué parce que, l'a dit tout à l'heure, nos économies sont encore des économies, elles ne sont pas très vieilles, c'est des économies nouvelles, c'est des économies qui datent de moins de 70 ans. Donc, c'est des économies fragiles. Donc, du coup, là, par exemple, je prends un cas concret, il y a 20 000 réfugiés à cause de la crise sécuritaire du Burkina Faso, dans la région du Condor au Mali et tout. Mais ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, du coup, c'est des économies qui sont fragiles. Donc, dans ce cas précis, malheureusement, il faudra encore faire appel à des solutions globales, régionales pour cela. Et le troisième niveau, c'est les réfugiés qui partent d'un pays africain à un pays occidental, par exemple. Les réfugiés immigrés. Dans ce cas, il a dit tout à l'heure, l'intégration est la clé. Donc, ce soit l'intégration sociétale, l'intégration économique, à travers, en pourvoyant différents postes clés importants pour l'économie du pays d'accueil. C'est un aspect encore différent si on se concentre vraiment sur les réfugiés du continent, donc qui se déplacent au sein des pays ou dans les frontières, parce que vous l'avez dit, c'est des chiffres, mais derrière ces chiffres-là, c'est des hommes, des femmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont censés avoir accès à l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes ou de ces hommes qui sont censés avoir accès à des soins de santé? Parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on évoque beaucoup de solutions à long terme, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait à court terme pour ces personnes-là? Ce sont d'abord je tiens à dire que ce sont d'abord des situations cataclysmiques, d'une tristesse importante, parce que lorsque vous avez des jeunes, que ce soit des jeunes femmes avec leurs enfants, ou bien que ce soit des familles de jeunes parents qui ont besoin de partir et de se déraciner parce que dans leurs espaces, ils n'ont malheureusement pas assez de moyens pour pouvoir subsister. Je pense que c'est d'abord des catastrophes humaines et il faut le mentionner. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Nous l'avons dit depuis le début de ce débat, c'est d'abord une solution régionale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que nos leaders aient même la conscience de ces populations-là. Parce que moi, lorsque je suis désolé de le dire, mais lorsque je vais dans certains pays africains, j'ai l'impression qu'il y a une grande déconnexion entre le politique et son peuple. Pourquoi? Parce qu'en général, le politique ne dépend pas du peuple. C'est-à-dire que l'élection, en réalité, de
même si ça tend à changer, ça tend la situation change petit à petit, mais le fait qu'il y ait cette déconnexion-là fait qu'en sorte que le politique n'ait pas vraiment l'obligation de résultat. Et c'est ça le problème. Il faut que nos hommes politiques aient l'obligation de résultat pour pouvoir changer les vies ou améliorer les vies. Non pas changer, parce que je ne pense pas qu'il faille changer les vies, mais les améliorer et faire en sorte que les personnes vivent dans des conditions dignes. Et c'est important que le politique soit au centre de ce développement-là, ce centre de ces changements-là. Solutions locales. Il faut des solutions locales aux problèmes locaux. C'est-à-dire que le pays d'accueil doit, avec les autres membres de la région, mettre en place des réformes ou des programmes d'accompagnement de ces réfugiés. Sur le plan éducatif, je dis bien avec les autres partenaires parce que dans la plupart des cas, il ne pourra pas le faire seul. Donc, sur le plan éducatif, les intégrer dans le système éducatif du pays d'accueil. Sur le plan économique, les permettre soit de trouver de l'emploi, soit d'en créer en mettant en place un programme d'accompagnement entrepreneurial. Et sur le plan sociétal et social aussi. Je pense que la solution doit être locale, comme l'a dit mon co-panéliste, vraiment locale. Vous l'évoquiez à l'instant, vous parliez de l'impact de ces crises sur le développement des économies locales. Comment est-ce que cette crise, justement, elle affecte le développement économique et social des pays accueillants? Des pays accueillants, des pays concernés, du moins, par ces crises-là. C'est-à-dire les personnes qui partent, qui arrivent donc dans ces espaces-là, comment ils sont intégrés. Alors, je pense que l'intégration, lorsqu'on parle intra-africain, est malheureusement très difficile. Parce qu'on a souvent tendance à parler du racisme que subissent les Africains en France, mais il faut aussi parler du racisme que subissent les Africains en Afrique. Surtout lorsque vous êtes d'un pays dit peut-être un peu moins développé et que vous arrivez dans un pays un peu plus développé, vous subissez aussi du racisme, vous subissez aussi le déclassement social, parce que peut-être que dans votre espace, vous avez plutôt une bonne condition, mais il y a eu peut-être une guerre et que maintenant vous êtes obligé de vous déplacer et vous subissez donc ce déclassement social important. Et donc de ce fait-là, pour pouvoir maintenant créer de l'espace donc pour ces populations-là, il faudrait avoir une économie qui puisse les accueillir. Et ce n'est souvent pas le cas parce que même à l'intérieur des pays, si on parle, parce que là on prend le cas d'un pays à un autre, mais à l'intérieur du pays même, les populations, parfois, d'autres régions ont du mal à s'intégrer dans l'écosystème de la région principale. Lorsque je parle de région principale, c'est région principalement économique, développée économiquement. Donc lorsque vous êtes encore de l'extérieur, vous allez forcément connaître des discriminations. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, au vu de l'organisation de nos États économiquement, on soit capable d'absorber l'immigration qui vient d'ailleurs, les réfugiés qui viennent d'ailleurs et leur proposer réellement une place prépondérante dans leurs économies. Ça, je ne pense pas. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs conséquences. C'est que quand il y a un déplacement des réfugiés d'un pays à un autre vers le pays d'accueil, si on ne met pas en place des solutions locales, il y a l'accroissement de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui viennent tout d'un coup dans un pays. Typiquement, ils ne pourront pas tous trouver de l'emploi. Ils ne pourront pas, surtout que dans la plupart des cas, notre pays, malheureusement, le chômage est très fort, surtout le chômage des jeunes. Donc forcément, accroissement de la pauvreté, accroissement du chômage, et forcément, avec l'inflation, le coût de la vie, ça va être très compliqué. Maintenant, sur le plan, je dirais, social, il y a le fait qu'il a parlé tout à l'heure de racisme, mais il y a sur un autre point de vue, disons que le pays d'accueil, forcément, ne donne pas la priorité aux réfugiés. Donc souvent, ils n'ont même pas la possibilité de travailler ni d'exploiter les terres agricoles. Ça se fait sur beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est compliqué pour eux de survivre. Donc du coup, malheureusement, c'est très pénible. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté, que ce soit économique, sociale, auxquelles sont confrontés les réfugiés dans les pays d'accueil. On a le sentiment finalement que ces populations-là, elles sont ballottées en fait, d'un pays à un autre sans qu'il y ait de solution c'est ça. Et en général, à court terme, instantanée du moins. Et en général, vous verrez que ces populations-là cherchent vraiment à s'intégrer. Elles cherchent vraiment à travailler. Maintenant, les solutions ne sont pas là pour plusieurs raisons économiques.
Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'elles ont l'opportunité, bah, malheureusement, elles vont avoir recours à des transferts par voie maritime sur des bâtisses de fortune parce que malheureusement, dans leur continent, elles n'ont pas trouvé la possibilité de s'y intégrer. Du fait, comme on l'a évoqué, du fait des difficultés économiques que rencontrent nos États, du fait aussi que nos économies soient très jeunes et qu'elles aient du mal d'abord à absorber leur propre population, à leur donner des espérances et des garanties, surtout, d'un avenir meilleur. Parce que lorsque vous faites des États africains, vous verrez que, vous savez, pour connaître la santé d'un État africain, d'un État de manière générale, il faut questionner ses entrepreneurs et ses jeunes. Ces entrepreneurs, pourquoi? Parce que la jeunesse sur ce plateau à Vox Live. Tout à fait. Parce que ces entrepreneurs, pourquoi? Parce que c'est eux qui veulent créer de la richesse. Et vous verrez si l'État met en place des moyens propices pour les aider. Les étudiants, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont confrontés au marché de l'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'ils terminent, est-ce qu'ils sont employables ou pas? Donc en fait, on a déjà dans nos États cet art-là. Donc maintenant, intégrer des réfugiés économiques, peu importe la région écologique ou économique, c'est très difficile. Honnêtement, la solution, et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de solution régionale. C'est-à-dire qu'il faudrait une régionalisation, il faudrait qu'il y ait une libre circulation. Je sais que bon, dans la CEMAC, à vérifier, je pense qu'il n'y a pas besoin de visa pour se déplacer, mais ça à vérifier, je vérifierai cette information. Mais il faut plus que ça. Il faut des moyens pour se déplacer facilement. Il faut vraiment développer ces espaces-là. Vous savez, par exemple, j'en suis sûr que lorsque vous êtes un investisseur et que vous voulez investir, par exemple, de la diaspora, vous voulez créer, par exemple, de la richesse. Il vous suffit, par exemple, simplement de goudronner une route. Et vous verrez que les gens viendront autour parce qu'il y aura du passage. Et donc, en fait, je pense que c'est là la solution. C'est-à-dire vraiment booster notre économie via la diaspora, via nos politiques qui souhaitent aussi le faire, c'est-à-dire main dans la main avec la diaspora, et les locaux aussi qui ont cette envie-là. Et vous verrez que dans un premier temps, on absorbera nos populations et dans un deuxième temps, les réfugiés qui viendront dans nos espaces pourront trouver le moyen de mieux vivre. Je le rejoins. Je pense que les solutions, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours la diaspora. C'est toujours la diaspora. C'est ses compétences, son argent, pour pouvoir résoudre des crises économiques, pour pouvoir résoudre des crises, même des crises sociales, même des crises de sécuritaire, excusez-moi, donc à travers le dialogue. Et je pense que c'est d'où la diaspora. En fait, c'est en trois, il y a un triangle, c'est-à-dire il y a la politique, les locaux et la diaspora pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Et alors finalement, si on doit prioriser pour résumer, excusez-moi, un petit peu la problématique de cette émission Crise des réfugiés en Afrique, solution locale pour un problème global, dans l'ordre des priorités, quels sont les principaux chantiers? Alors, le principal chantier, c'est, comme nous l'avons évoqué, je pense on se rejoint totalement, c'est la mise en commun des synergies. C'est-à-dire qu'il faut vraiment développer une synergie africaine. J'ai l'impression parfois que l'Afrique, c'est un ensemble de composantes qui se regardent en chien de faïence. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que le fait qu'on ne travaille pas ensemble, c'est ça qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à régler les problèmes qui sont sur place. Et les problèmes qui sont sur place et qui nous sont proposés surtout. Et les réfugiés rentrent à l'intérieur. C'est-à-dire que nous devons commencer à travailler en synergie, oublier. Et regardez aussi ce qui se fait à l'extérieur. Je pense que par exemple Schengen, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il faudrait le développer vraiment sur le continent. D'abord faciliter la circulation de ces réfugiés-là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pouvoir essayer de mettre en place des fonds d'aide pour ces réfugiés-là. Troisièmement, il faudrait, pour une question d'image, ne pas les stigmatiser. Parce qu'on ne devient pas réfugié par choix, on le devient parce que ça nous a imposé, la vie nous l'a imposé. Et donc, de ce fait-là, il faudrait qu'on puisse, donc d'un point de vue politique, économique et social, apporter des solutions concrètes via les diasporas, via une Union africaine plus forte, via des unions régionales beaucoup plus fortes, via des pays beaucoup plus
conscient que le politique doit jouer son rôle au niveau de la société civile et que la société civile va forcément s'adapter. Et en mettant en place cette synergie-là, nous arriverons à un résultat intéressant pour gérer les crises sécuritaires, économiques et écologiques que connaît le continent. Vous évoquez à l'instant l'espace Schengen comme solution qui fonctionne à l'étranger. Il y a d'autres pays qui subissent justement ces crises. On peut penser à la Palestine, la Syrie. Cédric, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut se tourner justement, comme vient de le dire Frédéric, vers l'extérieur, regarder les solutions qui fonctionnent? On parlait de Schengen, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait appliquer à notre échelle sur le continent? Ça fonctionne, en fait, ça permet la libre circulation des biens et des personnes, en général en Europe. Son équivalent actuellement, du point de vue libre circulation de personnes, c'est la ZLECAf. Alors, la ZLECAf peut fonctionner du point de vue libre circulation des biens pour l'instant, parce que typiquement, ça va permettre un accroissement de la richesse économique, une libre circulation à travers la suppression des frais de douane de différents biens. Maintenant, la libre circulation des personnes, c'est là où ça va être problématique pour l'instant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, nos économies sont des économies très jeunes. Si tout d'un coup, il y a des personnes qui se déplacent librement, en fait, sans être contrôlées d'un point A à un point B, ça va pouvoir absorber ce flux de personnes, ça peut poser des problèmes encore plus graves du point de vue économique. Donc du coup, pour l'instant, je pense qu'il faut sous la sous-région, pas sous la région complète, parce que la ZLECAf, c'est pour la région complète, il faut se concentrer sur les solutions locales. Et par exemple, je sais que par exemple, le Cameroun absorbe beaucoup de populations qui viennent du Tchad et de la Centrafrique. Et moi, ayant grandi au Cameroun, j'en voyais beaucoup. Je voyais beaucoup de personnes qui venaient du Tchad et de la Centrafrique. Mais effectivement, je voyais qu'ils arrivaient à s'intégrer dans le tissu économique parce qu'ils arrivaient parce qu'ils étaient tellement nombreux, qu'ils arrivaient à s'organiser en communauté et à proposer des services que les Camerounais ne proposaient pas. Donc c'est un peu à ça que se résoudra une déferlante entre guillemets de réfugiés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un espace, ils vont se rendre compte que malheureusement on ne sera pas intégré. On ne pourra pas être intégré parce que même dans ce pays-là, c'est difficile. Donc ils vont s'organiser en communauté pour proposer autre chose. Et parfois, dans le cadre par exemple des Tchadiens au Cameroun, je trouve que c'est plutôt une intégration réussie. Dans le sens où ce ne sont pas vraiment eux qui sont connotés comme des délinquants, par exemple. Parce qu'il y a d'autres espaces où, par exemple, l'immigration est ratée, ce qui fait que maintenant, les personnes se lancent dans la contrebande. Par exemple, je prends le cas des Haïtiens aux États-Unis, qui sont vraiment dans la mafia, etc. Ceci étant dit, nous avons donc besoin d'un accompagnement de ces populations-là pour pouvoir essayer de créer un environnement économique propice à leur implantation. Merci Frédéric Tchungui, merci Cédric Yamdjeu. Je pense qu'on a balayé pas mal de solutions. Je rappelle le thème de l'émission, crise des réfugiés en Afrique, solutions locales pour un problème global. On arrive au terme de l'émission. Merci messieurs d'avoir été sur le plateau. Merci pour votre analyse pertinente. Quant à vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, et chers internautes, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les émissions et pourquoi pas des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Merci messieurs et bonne soirée sur Vox Live. Africa.
Africa, la voix d'une Afrique fière.